BMW est aujourd'hui synonyme de luxe, de sportivité et de prestige. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette entreprise a failli disparaître. Oui, la marque qui concurrence aujourd'hui les plus grands du marché premium a presque perdu son indépendance, a traversé des guerres, des décisions d'entreprise désastreuses, des crises financières, et a dû se réinventer encore et encore pour survivre. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle n'a pas commencé en fabriquant des voitures, elle a commencé en fabriquant des moteurs d'avion. Aujourd'hui, je vais te raconter dans l'ordre chronologique comment BMW est passé d'une entreprise née dans l'industrie aéronautique à l'un des constructeurs automobiles les plus importants du monde. BMW reconnaît officiellement le 7 mars 1916 comme sa date de fondation. Ses origines reposent sur deux noms clés, Karl Rapp et Gustav Otto. À cette époque, l'Allemagne connaissait une forte demande industrielle et technologique, surtout dans le secteur aéronautique. Et BMW est justement née pour répondre à ce besoin. D'abord, l'entreprise de Gustav Otto a été intégrée à Bayerische Flugzeugwerke, ou BFW. Pendant ce temps, la société de Karl Rapp a pris le nom de Bayerische Motorenwerke GmbH en 1917. Plus tard, en 1922, le nom et l'activité moteur ont été transférés à BFW. C'est pourquoi, même si la structure de l'entreprise a changé, BMW considère 1916 comme sa véritable origine. Et voici un point important. BMW n'est pas née comme constructeur automobile. Elle est née comme une entreprise liée à l'aviation et au développement de moteurs. Dès le début, son identité a été marquée par l'ingénierie, la précision mécanique et l'innovation technique. En 1917 apparaît également l'emblème BMW, associé aux couleurs de la Bavière, une région essentielle dans l'identité de la marque. Le premier grand tournant arrive en 1923, lorsque BMW présente la BMW R32 au Salon de l'automobile de Berlin. C'était sa première moto et ce n'était pas un détail mineur. La R32 a contribué à bâtir la réputation technique de la marque grâce à des éléments comme la transmission par arbre et une image de fiabilité mécanique. Puis, en 1928, BMW entre enfin dans le secteur automobile en rachetant Fahrzeugfabrik Eisenach. Et en 1929, elle lance sa première voiture de série, la BMW 3/15 DZ. Ce n'est peut-être pas la BMW la plus célèbre de l'histoire aujourd'hui, mais c'est le modèle qui a ouvert la porte à l'avenir automobile de l'entreprise. À cette étape, BMW cherchait encore son identité, mais une constante apparaissait déjà et elle allait l'accompagner pendant des décennies, s'adapter ou disparaître. Quand je pense à BMW, j'imagine normalement des voitures sportives, des berlines élégantes et une marque aspirante. Mais quand on plonge dans son histoire, on découvre quelque chose de dérangeant. Le chemin vers ce prestige n'a été ni propre ni facile. Durant les années 1930, BMW commence à laisser derrière elle les modèles sous licence et développe ses propres créations. L'entreprise gagne une réputation technique, surtout grâce à des voitures plus raffinées et plus sportives. Mais en même temps, à partir de 1933, la construction aéronautique reçoit un soutien massif de l'État allemand et BMW élargit son activité dans les moteurs d'avion. Et voici la partie la plus difficile à raconter. Pendant la période nazie, BMW a été lié à l'économie de guerre et à l'utilisation du travail forcé. Ce ne fut pas un simple faux pas commercial. Ce fut un obstacle historique et moral,
qui fait partie des chapitres les plus problématiques de son parcours. Et je pense que lorsqu'on raconte l'histoire d'une entreprise comme BMW, il faut aussi raconter cela. Parce qu'une marque ne se comprend pas seulement à travers ses victoires, mais aussi à travers les ombres qu'elle porte. Après la Seconde Guerre mondiale, BMW se retrouve dans une situation critique. L'Allemagne est dévastée. Plusieurs usines ont été détruites ou échappent à son contrôle. Et l'entreprise doit pratiquement se reconstruire à partir de zéro. Pendant les années 1950, elle lance des motos et des véhicules, mais elle ne trouve toujours pas une formule vraiment rentable. BMW existe, oui, mais elle n'est pas solide. Puis arrive 1959, probablement l'une des années les plus décisives de toute son histoire. La situation financière est si grave que Daimler-Benz présente une offre de restructuration. Dit simplement, BMW pourrait perdre son indépendance. Et c'est là qu'apparaît un nom fondamental, Herbert Quandt. Avec de petits actionnaires et des employés, il aide à empêcher cette issue. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était aussi une question de croire que BMW avait encore un avenir. Et cet avenir s'est appuyé sur un modèle clé, la BMW 700. Cette voiture a redonné confiance, a aidé à préserver l'indépendance de la marque et est devenue le symbole d'une entreprise qui refusait de mourir. S'il y a eu un moment où BMW a pu disparaître pour toujours, c'est bien celui-là. Et si aujourd'hui elle existe encore comme marque indépendante, c'est en grande partie grâce à cette décision de 1959. 2 ans après cette crise, BMW porte le coup qui change tout. En 1961, au Salon de Francfort, elle présente la BMW 1500, premier grand représentant de la E-Classe. Et c'est ici que naît la BMW moderne. Parce que cette voiture n'était pas seulement nouvelle, elle représentait une nouvelle philosophie, des berlines sportives, un design moderne, une bonne ingénierie et un positionnement premium bien défini. L'accueil a été si fort que les commandes ont dépassé la capacité de production. Imagine cela, une entreprise qui manque de perdre son indépendance en 1959 et à peine 2 ans plus tard, elle commence à construire l'identité qui fera d'elle un géant. Sans la E-Classe, BMW ne serait probablement pas la BMW que nous connaissons aujourd'hui. Et si je devais indiquer le moment exact où la marque a cessé de simplement survivre pour commencer à diriger, ce serait ici. Dans les années 1970, BMW ne voulait plus seulement fabriquer de bonnes voitures, elle voulait construire une identité mondiale. En 1972, elle fonde BMW Motorsport GmbH, la base de ce qui deviendra plus tard BMW, l'une des divisions les plus respectées du monde automobile. La même année, elle consolide sa production en Afrique du Sud, son premier grand centre de production hors d'Allemagne. Et en 1973, elle inaugure son célèbre siège de Munich et le musée BMW, 2 symboles visuels d'une marque qui se voyait déjà comme un acteur majeur du monde automobile. Durant cette étape, les séries qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale de l'entreprise se consolident aussi. Série 3, Série 5, Série 7. Et derrière tout cela se trouvait l'un des présidents les plus importants de son histoire, Eberhard von Kuenheim, qui a dirigé BMW entre 1970 et 1993. Sous sa direction, la marque est passée d'une entreprise forte en Allemagne à un véritable groupe automobile international.
Ici, BMW ne vendait pas seulement des voitures, elle vendait une sensation. La sensation de conduire quelque chose de sportif, précis, élégant, mais toujours connecté au conducteur. Et c'est ce mélange d'émotion et de prestige qui lui a donné un ADN unique. 1994 à 2000, expansion, ambition, est l'une de ses pires erreurs. En 1994, BMW ouvre son usine de Spartanburg, aux États-Unis, initialement pour produire la BMW Z3. C'était extrêmement important, car cela renforçait sa présence mondiale, et avec le temps, cette usine deviendrait une pièce centrale pour la famille X. Mais cette même année, elle prend l'une des décisions les plus risquées de son histoire, le rachat du Rover Group au Royaume-Uni. Sur le papier, cela semblait ambitieux. Élargir la gamme, ajouter des marques historiques, entrer dans de nouveaux segments. Le problème, c'est que cela n'a pas fonctionné. L'achat de Rover est devenu l'une des plus grandes crises stratégiques de BMW à l'ère moderne. Les attentes n'ont pas été satisfaites et l'entreprise a fini par revendre Rover en 2000. Et c'est là que BMW démontre encore une fois sa capacité de survie. Parce que même au milieu de cette erreur, elle a sauvé des actifs clés, Mini, qu'elle relancera plus tard avec un énorme succès. Rolls-Royce, dont elle acquiert la marque et les droits en 1998 et dont elle prendra le contrôle total à partir de 2003. Et en plus, en 1999, elle lance le BMW X5, présenté comme la naissance du concept de Sports Activity Vehicle, ou SAV. Ce modèle n'a pas seulement été important, c'était un coup d'avance sur son temps. Parce que lorsque le marché premium a commencé à se tourner fortement vers les SUV, BMW était déjà bien positionné. Après l'échec de Rover, beaucoup auraient non pu penser que BMW avait commis une erreur trop grave. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. L'entreprise s'est réorganisée et en est sortie renforcée. En 2001, elle lance la nouvelle Mini Hatch, qui devient un succès commercial et d'image. En 2003, commence la nouvelle étape de Rolls-Royce Motor Car à Goodwood avec le lancement de la nouvelle Phantom. En 2004, apparaît la BMW Série 1, qui amène l'approche premium dans le segment compact. En plus, BMW renforce sa présence en Chine avec BMW Brilliance et l'usine de Shenyang, comprenant avant beaucoup d'autres que l'Asie serait essentielle pour l'avenir du secteur. Puis en 2007, sous la direction de Norbert Reithofer, elle adopte la stratégie Number One, centrée sur la croissance, la rentabilité, la technologie et la vision de l'avenir. Et voici le tournant intéressant. BMW n'a pas surmonté la crise Rover simplement en tenant bon. Elle l'a surmonté en corrigeant rapidement, en abandonnant ce qui ne fonctionnait pas et en misant plus fortement sur ce qui avait vraiment du sens. Parfois, aller de l'avant ne signifie pas insister. Cela signifie savoir ce qu'il faut laisser derrière soi. En 2013, BMW ouvre une autre étape historique avec la BMW i3, sa première voiture entièrement électrique produite en série. En 2014 arrive la BMW i8 qui transforme l'innovation en quelque chose d'émotionnel, de futuriste et d'aspirationnel. Puis viennent d'autres avancées, services de mobilité, expansion de la recherche et du développement, nouveaux centres de production, plus d'électrification, plus de numérisation. En 2020 apparaît la BMW iX3, premier modèle X entièrement électrique. En 2021, la BMW iX.
Et en 2022, BMW annonce la nouvelle E-Class, une plateforme pensée pour accélérer son avenir électrique. Ce qui est intéressant ici, c'est que BMW n'a pas voulu abandonner son identité pour entrer dans l'ère électrique. Son défi était de se transformer sans cesser d'être BMW. Et c'est pour cela qu'elle a insisté sur une stratégie d'ouverture technologique. Ne pas dépendre d'une seule solution, mais combiner moteur thermique, hybride, électrique et, plus tard, hydrogène. Aujourd'hui, BMW reste l'un des constructeurs premium les plus importants du monde. En 2025, elle a livré 642 071 véhicules électrifiés, dont 442 059 étaient entièrement électriques. Son grand pari actuel est la E-Class, que l'entreprise présente comme une redéfinition de la marque. Le premier grand représentant sera le nouveau BMW iX3, puis viendra une nouvelle génération de BMW i3, dont la production à Munich est prévue pour le second semestre 2026. À cela s'ajoutent des batteries de 6e génération, le recyclage des cellules, l'économie circulaire, la numérisation avancée des usines et un véhicule de série à pile à combustible hydrogène prévu pour 2028 en coopération avec Toyota. En matière de propriété, la famille Quant reste la plus influente, avec des figures comme Stefan Quant et Susan Klatten, tandis qu'au niveau du leadership actuel se distinguent Oliver Zipse et Nicolas Peter. Et s'il y a bien une chose que cette histoire montre clairement, c'est que BMW n'est pas devenue un leader en évitant les crises. Elle est devenue un leader parce qu'elle a su en sortir. Elle est passée de la fabrication de moteurs aéronautiques en 1916 à une quasi-disparition en 1959, à une renaissance avec la E-Class en 1961, à des erreurs graves comme Rover dans les années 1990, et malgré tout, elle a su se réinventer encore et encore jusqu'à entrer pleinement dans l'ère électrique. BMW montre qu'une grande marque ne se construit pas uniquement avec des succès. Elle se construit aussi avec des décisions difficiles, des erreurs coûteuses et la capacité de recommencer avant les autres. C'est peut-être cela, la véritable essence de BMW. Pas seulement fabriquer des voitures premium, mais transformer chaque crise en une nouvelle version d'elle-même. Si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi, parce que la prochaine marque que nous allons analyser a elle aussi un passé bien plus sauvage que tu ne l'imagines.